petite prospective sur les Learning Analytics. Le jeu, c'était de vous écouter toute la journée, d'essayer pas de reprendre des citations, mais d'essayer de prendre en fait l'ambiance. L'idée, c'est de construire une prospective. Donc la prospective, nous, ce qui nous intéresse dans l'outil de prospective, c'est à la fois de s'appuyer sur une aide à la décision. Donc on est en train d'essayer de porter un discours pour peut-être convaincre, au-delà des pionniers qu'on a vus aujourd'hui, d'aller convaincre au-delà des pionniers. Et la deuxième chose, c'est de mobiliser, préparer les esprits. Donc il y a deux axes dans notre typologie de prospective, de travailler vraiment dans ces deux parties et de vous donner des arguments, pourquoi pas, pour aller plus loin dans les Learning Analytics. Les 5 étapes de la prospective, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, la journée ressemble à une journée de prospective. On a une première partie qui est définition du problème, c'est la journée, le choix de la thématique, tout ça c'est bien défini, le contexte. On a une construction du système, les variables clés, donc le CUM a préparé un certain nombre d'intervenants, donc nous a focalisé certaines variables, et puis on a assisté toute la journée à un recueil de données qu'on a pu entendre, écouter, comprendre, découvrir pour certains. Et donc là, on est à la phase où, tiens, on va aller un peu plus loin, on va se projeter sur la suite. D'où on vous parle? On vous parle, en fait, j'avais oublié, c'est ça. Hein. Je me demandais pourquoi tu me regardais comme ça depuis tout à l'heure. Donc, d'où on vous parle? Alors, si vous me connaissez de l'AMU, vous me connaissez un peu moins chercheur, donc je suis, en plus d'être à l'AMU, chercheur en sciences de l'information et de la communication, plutôt spécialisé sur la gouvernance numérique universitaire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le numérique universitaire et les décideurs, on va dire, et comment ça match, et même d'un point de vue systémique, comment on le regarde. Et je suis Soufiane Rouissi, je suis chercheur au MICA, on est dans la même équipe de recherche et nous avons déjà une collaboration de longues années. Et je travaille à l'analyse et la conception des dispositifs numériques pour l'apprentissage, mais d'un point de vue des sciences de l'information et de la communication. Et comme j'ai également un passé un petit peu dans l'informatique, pour le dire simplement, les questions d'observation et dispositifs sont des thématiques que nous traitons aussi en sciences de l'information et de la communication, du point de vue tout simplement de la réception du message ou de ce qu'on pourrait qualifier de mise en usage des dispositifs. Donc que fait-on avec les outils? C'est une question que l'on peut partager et la dimension pluridisciplinaire, on va en dire un petit mot, je pense. Et cette dimension, c'est vrai, du coup, pluridisciplinaire, intéressante, elle ressort aujourd'hui, on en reparlera au fur et à mesure, puisque on a parlé aussi bien de technique que de pédagogie, que d'éthique. Donc l'approche Infocom est une approche qui est assez intéressante et derrière aller vers la décision. Donc le schéma qu'on a pris, c'est un schéma de prospective. J'en profite pour faire ma pub. On fait un bimestriel qui est basé sur ce même schéma à l'AMU. Donc vous avez peut-être vu passer sur le chatbot, le cloud, l'open data, le dernier. Donc on est sur ce même principe de veille prospective, d'aider à la compréhension et d'aider les gens à prendre des décisions par la suite, des décisions stratégiques. Alors on vient aussi partager les questionnements que nous avons et pour boucler un petit peu cette journée, c'est d'évoquer la dimension humaine. On a entendu beaucoup parler d'algorithmes, mais la dimension humaine nous semble quelque chose d'évidemment essentiel quand on est en sciences humaines et sociales. Ça me semble assez évident. De rappeler, même si ça paraît assez trivial, que l'apprentissage est une activité très complexe et que pour la travailler aujourd'hui au regard des préoccupations que nous avons autour des Learning Analytics, tout simplement, c'est de l'envisager sous la forme d'un travail pluridisciplinaire qui me semble absolument nécessaire. Et ceci avec un objectif de faire parler des traces, de faire parler les données, avec un certain nombre de questionnements qui viennent avec. Parmi ces questions qui sont venues ou ces réflexions, en entendant les présentations de nos collègues là, tout au long de la journée, ne pas oublier que nous sommes presque dans une forme de modèle de type, je pense au modèle de l'iceberg. On voit une partie de l'activité qui serait représentée par ces Learning Analytics, par ces données, ces traces qui sont collectées, mais qui ne sont qu'une petite partie. Ça a été repris dans la dernière présentation, à l'instant, sur l'envie, la tentation d'aller chercher ailleurs ce que font les étudiants pour mieux comprendre leur activité finalement. Et je parle d'activité parce que on a là
une notion qui peut permettre de rassembler, en tout cas, à travers plusieurs disciplines. Et la complexité polysémique que nous avons notée, c'est-à-dire cette difficulté à donner une seule définition, montre bien qu'il y a plusieurs approches et plusieurs appropriations qui peuvent en être faites. Et sur le point, dans les premières définitions qui ont été posées sur la question de l'apprentissage en tant que tel, de la mesure de l'apprentissage, moi, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que ça veut dire mesurer l'apprentissage. Je préférerais travailler du point de vue, en tout cas, de l'approche de la mesure d'une activité, d'une présence en ligne, d'une non-présence en ligne, parce qu'on parle quand même de ça, aller télécharger un PDF ou pas, donc laisser une trace dans un fichier de log. Je ne sais pas si ça participe évidemment de l'apprentissage au sens large, mais tout d'abord, c'est le témoignage d'une activité. Et cette activité, elle n'est que le téléchargement d'un document. Et est-ce que ce document a été lu, et quand bien même s'il est lu, que se passe-t-il? Donc on parlerait plutôt mesure d'activité, mesure de présence, un début de participation. Et nous savons bien dans nos universités françaises, le taux d'abandon des étudiants en première année est quand même assez important. Et il dépasse la question même de la présence ou de la participation ou non dans des dispositifs pour des étudiants qui parfois ne viennent jamais après avoir été inscrits. Donc là, effectivement, la question, comme on le fait aussi en séance de l'Infocom, c'est de s'interroger sur ce que l'on ne voit pas. Bon, évidemment, comment va-t-on les joindre ou travailler avec eux? Ça, c'est un autre problème, et peut-être même un problème sociétal. Mais revenons au Learning Analytics alors. Ce qu'on peut retenir de ce qu'on a entendu, et puis qu'on se forme aussi, puisqu'on avait comme cet objectif de synthèse ou de se poser par rapport à toutes ces présentations que nous avons eues, nous on a envie de retenir l'idée qu'il y a des approches différentes qui vont à des fins d'analyse, et que ces analyses vont se faire à différents niveaux, parce qu'on peut analyser aussi bien au niveau de l'étudiant, et là peut-être qu'effectivement les collègues qui travaillent dans le domaine des EIAH, ou des sciences de l'éduc, ou de l'accompagnement, on se situe vraiment au niveau de l'étudiant et de chacune de ses actions. À un autre endroit, on peut avoir un regard du point de vue de la formation, que peut voir le responsable de la formation et ce qu'il peut en faire, et ça peut toucher bien sûr aux politiques d'établissement, établissements et universités. Et pour cela, bon, bien sûr, ces niveaux d'approche, elles renvoient aussi à la question des objectifs. Alors parfois on a envie de décrire les étudiants, on a besoin de connaître les populations, et on le sait bien que dans le contexte de massification, nous avons de plus en plus d'étudiants de variétés complètement différentes qui aujourd'hui viennent à l'université, et on a, me semble-t-il, un besoin tout particulier de mieux connaître les étudiants. Alors les travaux qui consisteraient à apprendre à décrire ces étudiants, on a vu passer un certain nombre de normes, de spécifications, finalement qui renvoient à ce que l'on connaît depuis une vingtaine d'années, en tout cas sur les questions d'objets documentaires numériques ou de ces tentatives de spécification de normes autour de l'IMS, c'est-à-dire d'apprendre à décrire des objets documentaires, des ressources pédagogiques, et aujourd'hui on a envie de dire, l'étudiant, l'apprenant pris comme un objet que l'on doit essayer de décrire. Ça serait le premier objet. Alors le premier objectif, mais il y a aussi la question que nous avons, enfin en filigrane, c'est si on veut mieux comprendre les étudiants, si on veut mieux les connaître, on a ces objectifs qui pourraient être opérationnels sur le recrutement, l'orientation, on parle d'orientation active, les nouveaux cursus universitaires. Donc la question qui peut être aussi très controversée, on le sait bien, autour de Parcoursup, mais en même temps, l'Observatoire de la vie étudiante, on fait des statistiques depuis de nombreuses années dans tous les établissements. Donc, on a des données qui sont là, qui n'ont pas été analysées, mais peut-être que beaucoup travaillent sur des données depuis fort longtemps, sauf que là, il y a comme un rassemblement ou une forme de convergence technologique qui fait que depuis quelques années, il fallait trouver un terme, et Learning Analytics, ça allait très bien. Pourtant, il y a des domaines scientifiques dans lesquels la notion de métrique, de mesure, existe depuis des décennies. Étudier les parcours et les diplômes, là si on commence à avoir une variété d'étudiants que l'on a évoqués, et en même temps aujourd'hui des parcours qui vont commencer à s'individualiser, on a un certain nombre de problématiques qui vont nous challenger évidemment, mais qui sont intéressantes. Pour rebondir là-dessus, on a un système universitaire qui, vous le savez, on en fait tous partie en tant qu'acteur au quotidien, qui est en changement mais complet, tout bouge. Donc de se dire que tout d'un coup on peut avoir de la métrique qui peut être prise à un endroit et ça pourrait nous aider à comprendre
à prendre une meilleure décision. C'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Donc on verra la proposition qu'on fait après, c'est peut-être de penser qu'on est un système et que c'est une forme de captation de l'information. Voilà, on capte davantage pour en faire quelque chose plus tard. Et ce plus tard, dans un système qui n'arrête pas de bouger, ça peut être extrêmement rassurant pour nous, acteurs. Vas-y. On peut compléter ici, puisqu'il y avait ces objectifs qui sont des objectifs que je connais du point de vue mathématique et informatique aussi. Toutes ces techniques qui ont été renouvelées, réactualisées, toutes les techniques de clusterisation, les nouveaux algorithmes, machine learning et deep learning, même si ces problématiques-là sont connues depuis là aussi des décennies, mais un peu remises au goût du jour depuis peut-être les années 2010, et vous le savez bien mieux que moi, là, pour ceux qui sont vraiment dans la partie informatique dure. La question évidemment, c'est de se dire, est-ce qu'on peut prédire sans oublier la dimension humaine que je rappelais, parce qu'on peut avoir de jolis algorithmes et des prévisions qui vont bien, mais je sais pas, moi je travaille dans une université de lettres et de sciences humaines, à analyser certaines activités ou comportements sur les plateformes qui sont mises en ligne, ce n'est pas simple. Et quand on va un peu plus loin sur le terrain et que l'on enquête plus précisément, on peut se rendre compte qu'il y a évidemment des prêts de logs et d'identification, enfin de login et de mots de passe qui sont prêtés entre les étudiants, parce que parfois ça arrive aussi. Parfois ils sont 3 étudiants à faire la même chose sur la même machine à tour de rôle, et donc la notion de log là, elle part un peu en éclat. Il y a quelque chose que l'on n'a pas vu, enfin il y a eu une préoccupation qui a été évoquée sur la question de la production. Il y a un des intervenants qui a parlé de production, mais on peut aussi imaginer évidemment avoir pour objectif d'améliorer les dispositifs, d'améliorer la production, et de faire comme une sorte de réingénierie après un certain nombre d'analyses pour améliorer les dispositifs, les modifier, changer les scénarios. Je donne un exemple simple, c'est par exemple savoir à quel moment les étudiants lisent leur courrier électronique pour pouvoir écrire les messages dans des périodes qui vont bien. On pourrait imaginer de démarrer la semaine, le lundi ou le mardi, en envoyant un message proactif aux étudiants, mais se rendre compte par l'analyse de log qu'en fait leur activité sur des cours en ligne est fortement concentrée le dimanche. Là, on a quand même un intérêt aussi sur les observations qui peuvent être faites. Ce qui, en termes d'organisation, est raisonnablement une petite folie, c'est-à-dire qu'on a la plus grosse activité sur nos plateformes de formation à distance, pour parler pour le coup des Learning Analytics qui concerneraient les plateformes de formation, ben là où on est le moins disponible, quoi. Donc c'est le soir tard, et c'est pire le dimanche soir tard. Donc ça veut dire qu'on on prend quand même un risque que de travailler comme cela. Voilà. Donc le Learning Analytics aussi peuvent peut-être nous faire travailler en ce sens. Alors, il était question dans l'après-midi des règles d'éthique, bien sûr du cadre réglementaire auquel nous sommes tous soumis de manière évidente avec le RGPD. Il y a comme une forme de paradoxe, puisqu'on n'a jamais autant parlé, même si ce sont des thèmes très connus à l'université, de réussite des étudiants, d'accompagnement et de plus en plus de personnalisation, d'individualisation des parcours, au moment où on nous dit qu'il faut absolument protéger et rendre les étudiants anonymes. Alors d'un côté, dans les discours, on va dire que l'étudiant est perdu dans l'amphithéâtre parce que c'est un étudiant anonyme dans l'amphithéâtre. Je parle d'amphithéâtre, lettres, sciences humaines, 800 étudiants, première année, voilà, dans un cours magistral. Et là, on dit tout le monde est une figure complètement anonyme. On peut imaginer que l'on va recourir au numérique pour avoir du profil, pour savoir s'il s'agit de quelqu'un qui reprend ses études ou et quelqu'un qui travaille à côté, enfin un certain nombre d'informations qui touchent à la vie privée et qui nous posent un certain nombre de questions. Et là, je renvoie effectivement entre la question des aspects éthiques, réglementaires. On parle également d'égalité. Tout le monde doit absolument recevoir le même enseignement de la même façon. Oui, mais je ne sais pas, je prends là aussi un autre exemple en matière de manipulation d'outils numériques de base, des outils de type traitement de texte. Alors, on peut dire tous les étudiants de première année doivent maîtriser le traitement de texte. Très bien, mais il y a des étudiants qui arrivent et on peut imaginer qu'ils se débrouillent assez bien. Et certains aussi peuvent arriver dans nos universités en ne sachant pas du tout utiliser ces outils. Que signifie égalité, équité dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut diagnostiquer, voir qui a besoin de plus de remédiation, qui a besoin de plus d'heures de TD, là où certains ne devraient pas avoir à suivre ces cours-là?
qui ne sont pas nécessaires. Bon, Donc dans un enseignement qui était traditionnel à l'université, l'enseignant jouait ce rôle. On avait, mais avec la massification, on retrouve une difficulté exprimée de pouvoir arriver à connaître son étudiant ou ses X fois étudiants et être capable de proposer quelque chose. Donc il y a ce cadre qui est important. C'était tout ce que je voulais dire simplement sur la partie. Je me suis perdu. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire évoluer? Si on a fait un petit peu le tour. Alors, la présentation, on l'a fait au fur et à mesure de la journée, pardon. Donc, c'est un peu une réaction à chaud. Voilà, c'est une réaction à chaud. On a essayé de synthétiser ça en même temps, en parlant pas trop fort. Ce qui est intéressant, si on prend ce domaine, voilà, on dit Learning Analytics, on prend cet objet, on le regarde, on le met dans l'enseignement supérieur. Et on regarde, on fait une prospective. Un des arguments intéressants qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que c'est un champ de recherche qui est quand même sacrément actif. Première intervention, très structurée, internationale, des pays dominants, la France est bien placée là-dedans. Donc on peut se dire que si la France est bien placée au niveau recherche, les terrains d'application vont peut-être être en France ou pas, mais il va y en avoir. Donc il peut y avoir un impact dans nos universités par l'entrée du chercheur qui va chercher un terrain, qui va récupérer des données, qui va intervenir pour récupérer du corpus à droite à gauche dans l'université. Donc il va faire bouger l'université parce que son champ de recherche, même si ça ne doit pas être des milliers de chercheurs, son champ de recherche existe et a ces éléments. Donc ça, quand la recherche est installée dans un domaine, on est très sensible, nous, universités, à ce qu'on puisse contribuer à la chose. Donc dans les éléments qui seraient des éléments positifs à aller vers les Learning Analytics, une recherche stable, bien posée, peut aller en fait dans le bon sens. Ce qui est intéressant, c'est que le contexte, je ne sais pas si aujourd'hui, combien d'entre vous pensaient que le Learning Analytics pouvait être au-delà des plateformes de formation à distance? La première intervention, on a parlé de Learning Analytics qui avait lieu dans la globalité, dans une salle. Voilà, finalement, c'est des Learning Analytics. Combien de personnes pensaient qu'il y avait aussi ce champ-là? Moi, je l'avais. Alors, qui l'avait réduit simplement au Learning, au LMS, à Moodle, etc. Les deux? Moi, personnellement, je l'avais réduit. Donc, tout d'un coup, on se trouve que peut-être que le point d'entrée de ce champ de recherche qui est beaucoup plus large, nous, à l'université, on ressent le besoin naturellement au niveau du contexte de l'apprentissage avec des dispositifs numériques. Ces dispositifs numériques, en fait, on a en fait une difficulté quand on en discute avec nos étudiants, c'est qu'on doit leur donner du sens, avec nos collègues aussi. On doit leur donner du sens. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire une formation en utilisant ce genre de dispositif? Donc là, tout d'un coup, on se retrouve avec, et il y a eu des présentations en ce sens, une capacité à mieux percevoir ce qu'il se passe sur un système de formation dit hybride ou de formation à distance. Les deux vagues qu'on a vues chez le collègue, et pardon de ne pas avoir noté l'ensemble, ça c'était un exercice trop difficile pour moi. Les deux vagues, je bosse au début du semestre et je mets un coup à la fin, c'est super rassurant. C'est comme ça dans la vraie vie, donc c'est pas tout d'un coup, c'est pas parce que je suis dans une formation hybridée que les gens vont avoir un autre comportement. Donc ça, c'est intéressant selon ce qu'on analyse. Ce qui est intéressant, et je trouve qu'on est à un moment donné où les universités ont été énormément changées. On aime bien en Infocom arriver à analyser quand les systèmes sont bouleversés en changement entre deux états, voire chaotiques. Là, on est entre deux états, on parle de transformation, on ne sait pas encore ce que va être le futur. Ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on a encore une fois, la logique pour comprendre cette chose aussi compliquée, plutôt complexe, j'emploie le mot complexe, c'est plus précis d'un point de vue universitaire, c'est de se le regarder à plusieurs, quoi. Et un certain nombre d'interventions aujourd'hui sont des regards croisés.
Ça, c'est très intéressant, c'est d'admettre que finalement, aujourd'hui, pour faire avancer l'université, je ne peux avoir que des regards croisés de la recherche, de l'IT, du système d'information, de la pédagogie, du service juridique. Donc il y a eu un besoin de rajouter un doctorant au projet EOL, et bien il y a eu au projet Métal, pardon. Donc il est arrivé. Donc tout d'un coup, on se rend compte que la chose est devenue tellement complexe que c'est des équipes pluridisciplinaires qui sont capables de porter un jugement dessus et le faire avancer. Ça, c'est des choses qu'on mesure globalement sur l'ensemble des univers de l'organisation université, qui est vraiment quelque chose qui est vraiment en changement et qui aujourd'hui se prend un petit peu de tous les côtés. Les interrogations qu'on a finalement, c'est dans ce monde qui change, dans ce système qui n'arrête pas de bouger, ben si finalement on n'est pas en train de se créer une petite boucle de régulation. On aime bien les boucles de régulation en infocom, hein, on aime bien ça. Donc là, on en détecte une qui peut être intéressante, c'est de se dire, ben voilà, alors elle est multiple, hein, parce que ça peut être de l'académique analytics, on a parlé de teaching analytics, on a parlé de learning analytics, on a parlé peut-être de dépôt de documents analytics. Il y a plein de choses qui peuvent apparaître, et tout d'un coup on a une succession de boucles de régulation qui nous permet de pouvoir réajuster notre organisation, ce qui est assez rassurant dans un système qui finalement bouge beaucoup. Là on parle à étudiants constants, hein. Avec le nouveau bac, on a un paramètre de plus qui va changer. Déjà que le système était complexe, avec un étudiant qui n'aura pas le parcours classique, on va rajouter une complexité. Donc tout ce qui peut être une boucle de régulation et permettre régulation positive, hein, c'est pas surveiller punir, hein, régulation positive dans les orgas peut nous permettre d'avancer et d'aller par la méthode, on l'a entendu, la méthode du pied dans la porte et des choses comme ça. La difficulté, je trouve, aujourd'hui, c'est que tout d'un coup, on arrive à un discours très mature parce qu'on est entre nous, on est intéressé par la chose. On a quand même aujourd'hui un discours qu'on pourrait caractériser de pionnier. C'est pas toute l'université qui est lancée dans les learning analytics. Le prérequis, en fait, c'est peut-être d'imaginer que on peut percevoir l'université d'un point de vue data. Voilà, tout d'un coup. Alors on nous a dit il faut penser student-centric, étudiant-centré, il faut penser process, et puis tout d'un coup on va te rajouter autre chose, il faut penser data, et pouvoir travailler en fait sur une vision de l'organisation université, et de confronter cette vision data, et je le dis encore, je le redis, ça ne sera pas la seule vision. L'erreur à faire, ça serait de ne faire que la vision de la data sans le confronter aux différentes visions qu'on a historiques, les visions humaines, etc. Mais c'est une complémentarité en fait de vision, mais qui oblige à ce que tout d'un coup on ait la compréhension de ce que c'est qu'une donnée dans l'université, du début jusqu'à la fin, et même après, plus tard, etc. Ce qui pourrait changer, c'est la conclusion qu'avait Jocelyn, qui est déjà dans le train. Ça, c'est pour le taquiner. Coucou Jocelyn dans le replay. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et si en fait c'était une demande des acteurs. Alors ça, c'est une analyse qu'on a souvent en infocom, c'est que le numérique ne vient pas forcément que du haut, il vient des usagers. Cette chose-là, ça a changé nos usages énormément, ça a fait rentrer des concepts de privacy, de données dedans, dehors, de cloud, des choses, des concepts qu'on manipulait pas facilement au début. Donc là, effectivement, le discours qui est intéressant et qui est confirmé, alors on en rigolait parce que quand Jocelyn a fait sa conclusion avec la stat, on la connaissait pas. Nous, on perçoit que les étudiants, on percevait, donc c'est confirmé par la stat donnée par Jocelyn, que les étudiants peuvent considérer que c'est normal. On est une génération qui peut trouver tout à fait normal que finalement, ils sont en train de faire des actions sur un dispositif numérique, ils savent très bien qu'il y a de la collecte de données, ils savent très bien qu'il y a de l'intelligence derrière, la preuve, on leur suggère des choses à acheter ou des amis sur des réseaux sociaux, c'est pas grave, ils sont rentrés là-dedans, donc on peut bien suggérer d'aller voir un tuteur, quoi.
on peut bien me suggérer de me rapprocher de tel étudiant qui est complémentaire à moi pour faire un travail collaboratif, pourquoi pas. Je pense qu'on est arrivé, il faut aussi se projeter avec une certaine maturité de nos étudiants sur la chose numérique et c'est peut-être pas un des freins que de dire que l'étudiant il a pas envie d'être aidé par des éléments comme ça. Les enseignants, on en a parlé, ce sont des spécialistes de l'évaluation, de pouvoir faire avancer les étudiants vers leur projet de réussite, leur faire réussir, qui peut passer par simplement une étape qui serait réussir la matière, l'UE, mais on peut aussi développer des compétences. L'idée, c'est finalement, ça peut être aussi un poids de moins que de se dire finalement, j'ai une aide à la décision, j'ai la possibilité, alors peut-être pas sur toute ma promo, mais parce que j'ai quand même une expérience, c'est mon métier, j'ai une certaine pratique de ce métier, mais sur certains étudiants, je peux peut-être imaginer alors des choses qu'il y aura sûrement inventées, des degrés d'alerte. L'étudiant qui arrivait bourré à 8h du matin, c'est une alerte, on le voyait dans la salle. Socialement, voilà, c'était pas que le vendredi matin, c'était tous les matins. Donc il y avait peut-être donc une alerte qu'il faudra peut-être inventer. Qu'est-ce que sera une alerte, qui est peut-être pas du comportemental, qui est peut-être quelque chose de comportemental sur la plateforme, quelque chose d'un peu plus complexe. Donc ça peut être une aide à la pratique professionnelle pour atteindre une meilleure réussite. Ça, je pense, on est tous d'accord là-dessus, d'atteindre la meilleure réussite des étudiants. Ça peut être oui, pardon. Ouais, mais ça peut aussi, enfin ça pose malgré tout beaucoup de questions parce que quand on est chercheur impliqué avec ce type de préoccupation, il est aisé évidemment idéologiquement ou par posture professionnelle de recourir à des données, à des traces, mais ce n'est pas le cas pour l'ensemble des enseignants-chercheurs de nos universités et dans différentes disciplines. Et l'effet n'est pas que disciplinaire de toute façon, évidemment. Donc là aussi, ça pose la question à la fois de l'appropriation, de mettre ces outils entre les mains de manière consentie et avisée, que ce soit pour les enseignants aussi bien que pour les étudiants. Parce que, encore une fois, un étudiant qui ne vient pas, même si on va sonner à sa porte chez lui le matin, ne va pas venir. Donc il ne vient pas en ligne, il ne vient pas à l'université physiquement. Et ça, il y a d'autres choses à faire, sans doute, par rapport à ces problèmes-là. Mais là, je pense qu'on aura des difficultés. Il y aura un vrai travail à accomplir pour prendre en compte ces pratiques dans l'exercice de la profession enseignante. En tout cas, je parle clairement. Enfin, on en parle parfois. On voit bien que ça apporte, mais jusqu'à un certain point. Et les évolutions du recours aux plateformes, aux outils numériques. Plus personne ne le nie dans quelles que soient les universités. Mais ici ou là, on peut avoir aussi parfois des moments de recul après s'être investi dans des productions pédagogiques numériques, parce que c'est quand même, c'est chronophage, c'est comme s'il fallait montrer que c'est beaucoup mieux que le reste, et ça, ce n'est pas si simple aussi. Hein. Donc là, c'est pour mettre comme un petit bémol, mais pour dire qu'il y a des points d'attention, ça a été dit tout à l'heure comme ça, mais pour dire que les choses ne vont pas de soi. Hein. Il y aura sans doute un travail important à faire et sur la notion notamment dont on a entendu parler sur les teaching analytics qui renvoie d'une certaine façon à l'observation de l'activité de l'enseignant dans sa pratique pédagogique. Je pense que là on a des choses assez sensibles. Hein. Enfin, je le dis très simplement, mais ça fera l'objet de débats là aussi qui devraient être assez fournis. Débat c'est débat qui peut être aussi qu'il faudra faire parce que si vous prenez une plateforme qui se met à la suite de votre LMS, votre Moodle qui va vous faire du Learning Analytics, si elle vient d'un autre pays que la France, elle va vous proposer du Teaching Analytics. Si elle est anglo-saxonne, il y aura l'option. Donc cette chose-là devra être abordée. On pense à une ou deux marques qu'on a essayé dans le cadre du labo. Elle y est l'option, hein, donc attention que ça soit débattu avant de laisser installer ce genre de choses.
Oui, parce que nous sommes dans des modèles d'observation, enfin, dans des modèles de fonctionnement qui sont radicalement différents, avec des logiques de services statutaires, dont les cadres s'élargissent aujourd'hui du fait du numérique, parce qu'on a un certain nombre d'activités qui n'existaient pas quand on n'avait pas autant de numérique et quand tout le monde n'était pas hyper connecté, y compris dans une université de lettres et sciences humaines. Donc la question reste ouverte. Enfin, la demande des acteurs, c'est une demande institutionnelle. Donc effectivement, on peut avoir, et c'est peut-être les instruments de type NCU qui vont provoquer les demandes institutionnelles. Justement, il y aura un mouvement provoqué entre les étudiants, les enseignants, avec des nouveaux parcours pédagogiques, et puis il va se greffer sûrement des dispositifs d'analyse d'apprentissage, pardon, de learning analytics. Donc ces mouvements vont créer sûrement aussi une demande, peut-être une demande de la part de l'institution, qui elle doit travailler, parce qu'on est au XXIe siècle, dans un système très contraint, avec une notion d'efficience, des choses, je ne vais pas vous répéter, hein, on est tous au courant de la chose. En fait, un cours devra-t-il être supprimé parce qu'il n'y a pas d'étudiants dessus? Mais peut-être qu'il n'y avait pas assez de moyens, donc ça, on peut commencer à discuter là aussi. Peut-être que l'artisan qui faisait tout seul dans son coin, le prof artisan qui faisait tout seul dans son coin, peut-être qu'il est aujourd'hui, il a besoin d'être accompagné. Donc il y aura sûrement des équilibres à trouver, et ces équilibres, ça sera peut-être factuel, hein, de dire, à partir des learning analytics qui sont à la disposition, de pouvoir dire, ben voilà, tu as tant d'étudiants, on a pu les orienter vers les tuteurs ont bien été présents, parce que on peut les surveiller, hein, pardon. Donc, les tuteurs qui sont souvent des emplois étudiants, on peut donc là, il y a eu rendez-vous, mais ça marche pas, etc. Donc, ça peut être factuel. Voilà, on peut aussi, je reste très positif là-dessus, hein, sur cette partie. Ça peut être aussi factuel, et que l'institution demande de rendre des comptes là-dessus. Ça peut nous aider à penser à un SI décisionnel. Voilà, c'est une remontée de données comme une autre, et qui peut avoir un impact sur un groupe qui est dans un site délocalisé. Est-ce que finalement le fait d'avoir fait une formation hybride est perturbant par rapport à une formation qui est en local? Voilà, c'est quand même des sites délocalisés. Je pense qu'on en a tous dans nos universités, hein, avec les mêmes diplômes, mais pas forcément les mêmes étudiants au même endroit. Et donc pour éviter le déplacement des collègues, on a peut-être mis en place des formations hybrides. Donc là, on peut s'interroger, normalement, est-ce qu'on est aussi performant quand on est à un endroit ou l'autre? J'ai pas dit quel sera le meilleur, hein. Ça sera justement la bonne surprise des Learning Analytics, de découvrir que un dispositif peut fonctionner. Voilà. Donc, de manière très factuelle, arriver à faire cette chose-là. Donc, tous ces éléments, je le redis, c'est des éléments de régulation de système, des éléments qui nous permettent de réinjecter une information, de modifier, d'ajuster une stratégie, d'ajuster une stratégie numérique, pour le cas des LMS, etc. On garde un petit peu de temps si on prend 3 minutes d'échange avec la salle. Merci pour votre attention. Oui, voici venu le temps des questions. Bravo, merci beaucoup. Merci. Des questions pour cette brillante synthèse? Ou des réactions. Ou des réactions. Bon, Allez. Oui, moi ça me fait quand même assez peur, même beaucoup, parce que il y a quand même cette notion d'une donnée qui est stockée quelque part, qui peut être piratée, qui peut partir on ne sait pas trop où, et qui peut être gardée, qui peut être utilisée. Tu prenais l'exemple d'un signalement anormal qu'on signale, d'un élève alcoolique, par exemple. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui pourra ensuite nuire à l'individu dans X années. Pour moi, je ne vois pas ça comme quelque chose d'uniquement positif. Je nie pas qu'il y a un aspect positif à pouvoir motiver quelqu'un, comme fait Decathlon. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Bon, mais c'est bien. Mais il y a quand même un gros point d'interrogation sur tout ça. Peut-être qu'on l'a mal dit, mais c'est clair, c'est sans rejet ni fascination, hein.
C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une position qui est entre vraiment entre les deux. Et l'équilibre, Ouais. il est assez instable. Pourquoi je prends l'exemple de l'étudiant parce que quand un étudiant décroche, quand tu l'as en physique, tu le sais. Quand t'es prof de TD, que tu connais ta promo, tu le vois. Donc c'est d'essayer de retrouver, quand on a d'autres situations d'enseignement, cette capacité de pouvoir voir et de pouvoir le rattraper, pas le dénoncer. C'est plutôt au contraire de le rattraper, de lui proposer une autre solution. Voilà, c'est plus dans cette idée. Mais si ce sont Voilà. des gens qui ont enfin de très bonnes intentions, tout va bien. Oui. Voilà. Mais heureusement, il y a le RGPD. Mais peut-être que paradoxe, Mais bon. enfin oui, c'est ça, j'avais cité tout à l'heure, on parlait de paradoxe. Peut-être que justement le numérique peut permettre, en étant organisé, donc c'est un travail d'informatique aussi, mais de pouvoir à la fois anonymer, travailler dans un réel anonymat, mais tout en sachant de qui il s'agit, d'une autre façon. Si je dis autrement, j'ai une étudiante de philosophie qui a redoublé sa première année. Je vois que c'est une double, ça fait 2 fois qu'elle redouble, qu'elle a des activités plutôt de week-end, etc. J'ai pas besoin de savoir comment elle s'appelle. J'ai besoin de savoir que j'ai à un endroit, dans un groupe, 50 étudiants qui ont l'air de décrocher dans une formation dans tel département. Et donc, je peux partir en enquête si je suis en charge de la supervision des formations, à ce point de vue-là. Parfois, quand on voit que les étudiants ne viennent plus dans un environnement travaillé, d'envoyer un simple message pour dire « vous faites partie de ceux qui ont l'air d'être en décrochage », on n'est pas dans le modèle de la classe de gym à l'université. Hein, Oui, bah, donc, je sais. mais on est bien d'accord, puisque dans certaines universités, mais d'une certaine façon, c'est un autre débat, mais oui. Et la question, c'est pas de savoir à qui je m'adresse en tant qu'individu et d'avoir l'identité de la personne, de savoir où elle habite et de qui il s'agit précisément, mais de savoir qu'elle est dans le groupe de ceux qui ont l'air d'être d'une forme ou d'une autre dans une forme de décrochage, de ceux qui sont aussi super avancés, que l'on peut aussi parfois appeler, mobiliser pour dire venez un petit peu dans le forum d'entraide, là vous avez l'air super avancé dans les parcours, vous pourriez donner un petit peu d'aide à vos camarades. Je parle dans un contexte massif par exemple, où on peut renvoyer les étudiants entre eux pour avoir de l'entraide. Pourquoi je dis ça? Dans mon université à cette rentrée, on a plus 3000 étudiants. On était à 16 000 étudiants à l'université Bordeaux-Montaigne, on a pris 3000 étudiants en plus. Et vous le savez, enfin, sauf si dans vos universités, vos établissements, c'est différent, on n'a pas eu d'augmentation de postes. Hein. On est plutôt dans une phase de gel de postes, chez nous aussi, hein, parce qu'on sait bien que c'est la règle aujourd'hui. Donc, évidemment que le recours au numérique devient naturel. Donc, que peut-on faire avec ces outils du numérique? Ça s'appellera Learning Analytics ou ça portera un autre nom, mais peu importe. En tout cas, il y a une démarche d'observation, de meilleure connaissance des étudiants pour mieux les accompagner. Enfin, je pense que c'est ça notre objectif. Et évidemment que cette question du respect de l'individu est au cœur. C'est au cœur. Et la démarche. Excusez-moi, mais ce que vous observez, c'est un moment T. Oui. Or, un être humain, il évolue dans sa vie. Bien sûr. Et dans ses études. Mais Donc, et si tu savais qu'on pense ça, mais alors on va essayer de le dire autrement parce qu'on si on a dit autre chose, vous nous le dites, hein, on va la refaire vous n'avez pas dit autre chose, mais non. si on regarde, mais bien sûr que on doit tolérer les deux vagues, la vague de l'étudiant qui s'investit au début, qui va un peu ralentir son activité et la reprendre parce que c'est un modèle qu'on connaît. Il faut pas qu'on le harcèle quand il est au creux là. Il faut trouver, voilà, il faut qu'on trouve des choses assez fines et qui nous permettent justement de le distinguer, celui qui finalement est un peu moins performant en termes d'apprentissage, mais qui est peut-être plus présent sur la fac. Non, parce qu'il investit au BDE, parce qu'il va se connecter en Wi-Fi. C'est là où des projets qui regroupent les modes de connexion de BU, de notes, de Moodle, de connexion Wi-Fi sont des modèles très très riches. C'est que tout d'un coup on voit l'étudiant dans toutes les positions qu'il a à l'université. Un étudiant qui réussit à l'université, il est présent. Oui, il est présent. Enfin, comment dire, non, mais pas présent physiquement, mais il est partir sur ça, c'est un étudiant à l'université. Il y a des étudiants à l'université qui réussissent malgré nous. Il y a des étudiants qui réussissent tout seuls.
Ils viennent pas en cours, ils passent les examens, ils n'ont aucun problème. Ceux-là, ils nous posent pas de problème. Il y a ceux qui ne viennent jamais. Là, c'est quand même difficile pour nous, mais on peut pas faire quelque chose là tout de suite, immédiatement. Et après, on a tous les étudiants qui sont entre ces deux catégories. Donc, encore une fois, ce qui semble intéressant du point de vue, en tout cas, de l'observation des dispositifs au sens large, quelles que soient les technologies, les techniques utilisées, c'est de pouvoir faire des constats au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, de pouvoir intervenir un peu rapidement, avoir une meilleure connaissance de la situation, plutôt que de faire des constats de type autopsie, c'est-à-dire quand le semestre s'est terminé et qu'on n'en a plus qu'à constater les dégâts. Donc c'est là où on peut se dire qu'il peut y avoir une intervention, donc des Learning Analytics pour intervenir au service de la réussite des étudiants, pour comprendre pourquoi ils échouent parfois. Donc là, évidemment, il faut alimenter les machines et les dispositifs de type machine learning, mais on peut très bien anonymer, encore une fois, me semble-t-il, savoir que c'est quelqu'un qui est de telle tranche d'âge, qui était dans telle formation, et on n'a pas besoin de savoir qui c'est et d'envoyer ces données quelque part dans une machine, et ça peut rester à vie pour continuer à alimenter les algorithmes. Mais on n'a pas besoin de savoir que c'est mademoiselle ou monsieur ou madame qui s'appelait comme ceci et qui aujourd'hui est, je ne sais pas, dans tel boulot, dans telle fonction, etc. On n'a pas besoin de savoir ça c'est clair, évidemment. Et de toute façon, les données, il faut les effacer dès qu'on a fini ses études. C'est ça. Donc... Eh bien, on va clore cette journée. Merci on vous remercie C'est pour cette synthèse. Merci à vous pour votre Merci pour les échanges. participation.